Il est midi et c'est notre nouvelle session de webinaire ce matin sur la protection, ou en tout cas les protections pour les indépendants. Donc ce sera certainement notre dernier webinaire de l'année 2022. Ne vous inquiétez pas, on se retrouvera de toute façon en 2023. Et pour ce webinaire, aujourd'hui, on accueille l'équipe d'Openwork, qui est notre partenaire sur la partie portage salarial. Et donc, on a Fabien et Meryl qui nous parleront de la protection. Dans un premier temps, pour ceux qui nous connaissent pas très bien, qui ont rejoint la communauté récemment, je vous rappelle juste en quelques chiffres qui est le Hibou. Donc, on est une plateforme qui met en relation des consultants dans le domaine de l'IT et des grands groupes qui sont souvent sur des gros projets de transfo digital. Le Hibou, l'entreprise vient d'avoir 7 ans. On est 70 salariés au sein de la société. On est répartis sur un petit peu tout le territoire français, parce que là, je suis au siège à Paris, mais on a également des bureaux à Nantes, Bordeaux, Toulouse et Lyon. Et on va ouvrir prochainement notamment la Belgique et la Suisse. On est sur le point de boucler cette année 2022 avec un chiffre d'affaires d'environ 52 millions d'euros. Ce qui est encore une belle progression par rapport à l'année précédente. Et on enregistre depuis le début de Le Hibou 70 000 freelances inscrits sur notre plateforme. Et l'événement un petit peu majeur pour nous cette année, c'était cette levée de fonds de 6 millions d'euros qu'on a fait auprès du fonds Ring Capital. Donc voilà pour les dernières actus Le Hibou. Et du coup, je vais laisser la parole. Donc, c'est Fabien, du coup, qui va démarrer cette session de webinaire, donc dédiée à la protection ou les protections, en tout cas, des travailleurs indépendants. Merci beaucoup, Gaëlle, et bonjour à tous. Ravi de vous voir nous rejoindre sur ce webinaire. Sur ce webinaire, on essaie d'adresser un sujet qui passe souvent en dernier pour les consultants indépendants, puisque en fait, la protection du freelance, lorsqu'on est freelance, c'est assez paradoxal, mais on se dit, ça y est, je me lance, je deviens entrepreneur, je vais chercher mes missions, je vais trouver mes missions, je vais gérer ma structure et ou me mettre en portage salarial. Mais cette nouveauté, en fait, c'est un changement global de paradigme par rapport à la période où on était salarié. Quand on est salarié, on ne se rend pas compte, mais beaucoup de protections sont autogérées par soit l'État, soit par l'entreprise, soit par exemple, son administration locale. Et lorsqu'on se retrouve freelance, on se retrouve face en fait à devoir gérer ces problématiques. Donc, pourquoi le freelance a un besoin fondamental de protection et parfois un besoin pour lui-même auquel il n'a absolument pas pensé? Notre mission chez Openwork, c'est clairement de protéger commercialement, socialement et administrativement, financièrement les freelances partout dans le monde. Et donc déjà là, on a décrit 3 protections auxquelles on ne pense pas forcément lorsqu'on se lance en freelance, qui est le fait de devoir se protéger commercialement, parce qu'on va avoir une relation de client-fournisseur, de devoir se protéger socialement, et enfin de devoir gérer et donc de se protéger aussi administrativement. Donc c'est notre mission chez Openwork, mais elle se fait également à tout niveau auprès de tout freelance qui désire lancer son activité. Nous, on utilise de manière privilégiée le portage salarial pour la simple raison que le portage salarial salarie un freelance. C'est-à-dire qu'en fait, elle ramène le freelance sur le schéma qui remet du coup les protections telles qu'elles le sont en 15 minutes de onboarding et en 5 ou 10 minutes de gestion par mois. Mais le but de ce webinaire, c'était de donner à tout freelance qui, par exemple, avait sa SASU, sa SARL, une sorte de checklist qui lui permettrait effectivement de savoir quelle protection il doit adresser dans l'ordre. Et comme ça, lorsqu'il lance sa mission, il parcourt la checklist et il va pouvoir effectivement voir l'ensemble de ce qu'il doit adresser avant d'entamer sa mission. Nous, notre communauté, elle regroupe environ 3000 personnes depuis 12 ans. On a en 2022 plus de 1200 utilisateurs de notre service et environ 700 freelances par mois qui utilisent notre service et donc qui produisent et reçoivent un bulletin de paye.
On accompagne des consultants en France et en Belgique, avec un système assez similaire en Belgique du portage salarial qui s'appelle le mid-lancing. Puisque le hibou se lance en Belgique, vous savez désormais que vous avez l'option Open Work en Belgique également. Après avoir parlé avec plus de 5000 freelances en 12 ans, donc on a parlé avec plus de 5000, dont 3000 ont rejoint notre communauté, et en particulier en parlant avec des consultants dans l'IT, les projets et le management de transition, on se rend compte qu'en fait, c'est souvent très dur de trouver une mission sur les éléments suivants. Un service, un produit sympa, une équipe motivée et avec qui on a envie de travailler, et un TJM qui nous convient, car on doit aussi payer les factures. Et rien que le fait de trouver cette mission est très excitante en tant que freelance, puisque c'est je vends un service, je suis sélectionné. Cependant, forcément, on a trouvé une unique corrélation. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la mission revêt un énorme intérêt, et au fur et à mesure qu'on est excité par le fait de la gagner, on a beaucoup de détails à gérer et que tout ce qui va regrouper à la fois la vigilance et la connaissance et son attention sur les détails va progressivement générer une forme de zone de danger, ne serait-ce que pour pouvoir gérer son contrat commercial avec son client. Et donc, tous les petits détails administratifs qui s'accumulent, auxquels une société de portage, c'est son métier de répondre de A à Z, ben lorsqu'on est freelance et qu'on a sa propre SASU, on doit au moins avoir cette fameuse checklist qui permet d'éviter la zone de danger. Et en l'occurrence, elle a 3 grosses caractéristiques, cette zone de danger. C'est une protection commerciale incomplète. On a fait un contrat commercial ou pas, parce que croyez-le ou non, le contrat commercial en France n'est pas obligatoire. Il est fortement conseillé pour encadrer la prestation, mais dans le code du commerce, il n'est pas obligatoire. Donc, parfois, on l'oublie juste. Mais ce qu'il y a de bien avec un contrat commercial, c'est qu'il définit beaucoup de choses. Une protection sociale non exhaustive. Alors, sur des cas qui se finissent bien, heureusement, mais parfois sur des cas qui se finissent mal, on n'a pas pensé qu'en fait, il y avait une tonne d'événements qui pouvaient intervenir, qui sont gérés pour certaines protections sociales depuis 1956 en France par le salariat, mais qui ne sont pas gérés pour les indépendants. Et on a aussi une faiblesse de gestion sur la partie qui, en fait, empêche une protection administrative et financière correcte. Donc, quand on parle de la création de son entreprise, évidemment, c'est un phénomène moins fort en portage salarial, mais il existe aussi. On a besoin d'une checklist. Donc, on a décidé de créer cette checklist pour vous. On vous la transmet. Que vous ayez votre SASU, que vous soyez en portage salarial, que vous ayez un tout autre système de facturation, l'entreprise individuelle, la micro-entreprise, n'importe quel élément pour lequel vous ayez besoin de créer une activité et de facturer et de créer un contrat commercial, de vous protéger socialement et de vous protéger dans les déclarations sociales et fiscales, on vous a fait une petite checklist. C'est une forme d'une quinzaine de points à checker. Et donc, ça fait quand même 15 points à checker. Donc, si on parlait de la protection commerciale. Alors, la protection commerciale, premièrement, donc on imagine que vous êtes cette personne. On va la structurer. Donc, si vous êtes cette personne en freelance, que vous n'avez ni contrat de travail en portage salarial, ni contrat commercial signé avec une structure derrière vous, parce que ça arrive des fois, normalement, vous ne devriez pas être là. Vous n'avez rien à faire dans ce projet. Vous auriez dû déjà d'abord contracter ou mettre en place un système qui fasse que vous ayez toute légitimité pour travailler avec vos collègues qui sont sûrement en règle derrière. Mais ça arrive parfois qu'on se retrouve le premier jour de mission, on n'a ni contrat de travail, ni contrat commercial ou ni société. Bon, on ne dit pas que l'inspecteur du travail va forcément passer dans les 2 heures, mais c'est quelque chose à régulariser si possible dans la journée. Donc les must-have. La structuration de la protection commerciale se fait par la création d'un contrat commercial ou d'un statement of work. Et il y a des must-have. Le premier élément, c'est le périmètre et la description de la mission. Nombre de missions commencent par « je suis ça, je serai développeur web ». Ouais, dans quelle mission j'interviens? Dans quel contexte? Dans quel périmètre j'interviens? Quels sont mes objectifs pour atteindre mes résultats et quels sont les moyens qui me sont donnés pour les atteindre?
Et ça, c'est toutes les caractéristiques d'une mission. Puisqu'on fait ce même exercice lorsqu'on embauche quelqu'un, avec la description d'une fiche de poste, il est parfois aussi nécessaire de se poser exactement la même question dans le cadre d'une mission. Donc, périmètre et description de la mission sont des must-have. C'est du basique, c'est du fondamental de la protection commerciale. Parce qu'au moins, si on a un périmètre qui s'étend, on a une bonne excuse pour pouvoir renégocier son TJM. La date de début et de fin de contrat. Alors, à l'inverse, peut-être d'un CDI de travail dans un emploi classique, la date de début et de fin de contrat permettent d'encadrer ne serait-ce qu'un objectif très simple, c'est qu'elle est régie par cette loi universelle. L'efficacité est inversement proportionnelle au temps qui reste. Donc, quand on doit finir une mission, c'est assez simple. Moins on a de temps pour la finir, plus on est efficace. Donc, la date de début et de fin de contrat permettent au moins de structurer cette forme de mise en place de l'efficacité du freelance. Ça définit les périodes de prestation. Foncez, définissez votre début et votre fin, comme ça vous savez en combien de temps vous avez à accomplir la mission et on n'est jamais aussi bon qu'on a quand on a une deadline. Le taux journalier. Alors, j'ai entendu certains freelances arriver chez nous et négocier en brut. Bon, le salaire brut, c'est le salaire brut, mais ce salaire brut, il peut varier. Il peut varier que vous ayez une micro-entreprise où là, il n'y a même pas de notion de salaire brut. Il peut être différent suivant ce que vous soyez en portage salarial ou que vous ayez votre SASU. Il peut être différent sur plein de paramètres. Et donc, le taux journalier ou le taux mensuel, c'est le seul paramètre de négociation d'un contrat commercial. Combien je facture par jour? Combien je facture par mois? Ceci, après, sera transformé suivant comment vous lissez vos payes ou vous lissez vos rémunérations avec votre entreprise individuelle. Donc, même si vous facturez au réel, vous revenez toujours sur un coût global et le freelance se rationalisera toujours sur un TJM ou un taux mensuel ou un taux horaire. Oui, tu as raison Mathieu, moins on a de temps, moins le travail sera de qualité. Ça, c'est vrai aussi. À prendre en compte, mais c'est toujours l'efficacité versus le temps qu'il nous reste pour accomplir la mission et atteindre le résultat final. Cette équation, c'est l'équation de la vie, je pense. On a créé d'ailleurs les projets et on a créé le temps pour pas tout faire en même temps. C'est un vaste débat, d'entropie des organisations. Le contenu minimal, le deuxième must-have, les entrées, les sorties. Alors, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément coutume de discuter. Prenons l'exemple des relations amoureuses. On ne se dit pas dès le départ, on va se marier pendant 3 ans, puis après on va divorcer. Alors, un contrat commercial, c'est légèrement différent. C'est une relation client-fournisseur et on peut ne pas s'entendre quand on travaille. Il faut juste avoir conscience de ça. Ça arrive fréquemment, pas si souvent que ça, mais dans 20 à 25% du temps d'émission, on a une statistique qui font qu'elle se finit prématurément. Parce que ça ne matche pas. C'est la vie. Et donc, ça doit s'encadrer. Il faut encadrer 2 paramètres, la période de préavis et les exceptions de la période de préavis. La période de préavis, c'est je suis content ou pas de ton travail, mais peu importe, ce travail, il se finira dans 1 mois parce que la clause du droit commercial nous dit on arrête le travail. Et il y a bien sûr des exceptions de préavis, des exceptions dans les 2 sens. En revanche, en tant que freelance, ce qu'on doit paramétrer, c'est l'équilibre dans les clauses de préavis pour éviter de se retrouver dans une situation qu'on appelle une situation léonine, c'est-à-dire unilatérale. Donc, le plus important en tant que freelance, si on veut être protégé, c'est de paramétrer une clause équilibrée. Ça peut être on rompt avec un préavis de 24 heures des 2 côtés, ça peut être on rompt avec un préavis de 2 mois de chaque côté, mais ça ne peut pas être je romps moi avec un préavis de 2 jours et toi avec un préavis de 2 mois. Préserver cet équilibre parce que tout l'avantage d'une relation client-fournisseur, c'est ce rééquilibrage. Quand on est invoqué et appelé en tant que freelance, c'est pour la raison suivante. C'est parce qu'on cherche à avoir des idées neuves, on cherche à avoir de l'efficacité, on cherche à avoir une prestation. En droit du travail, donc en contrat de travail, le lien de subordination empêche normalement, en cas d'ordre donné formellement, de dire non. Mais une relation client-fournisseur, si on est appelé,
c'est bien pour apporter sa valeur ajoutée. Si on est appelé, c'est bien pour challenger ses idées. Et d'ailleurs, OpenWork a été créé par des freelances. Je me suis moi-même lancé en freelance entre 2010 et 2015. Et non, Stephen, c'est pas toujours évoqué dans les conditions générales de vente. En général, oui, mais parfois, quand on les a pas signées, elles ne sont pas mises dedans. Mais l'équilibre dans les clauses de préavis n'est pas toujours respecté dans les conditions générales de vente. Donc, la partie sur les clauses de préavis et cet équilibre est très importante parce qu'une relation client-fournisseur a pour but de créer de l'équilibre. Et lorsque nous, on s'est lancé en tant que freelance, moi, je me suis aperçu que si on m'avait pris en tant que salarié à 2002 ou 2003 net par mois, et si on me prenait en tant que freelance à 800 euros par jour en direction marketing digital en temps partagé, ben le même patron qui m'aurait dit « Bon, Fabien, tu fais ci, ça », il me disait « Fabien, on a tel problème, comment on fait ?» À y voir peut-être une corrélation, mais cette relation de client-fournisseur est très équilibrée. Parce qu'effectivement, on peut rompre notre contrat, et on le sait. Donc si on dit « Non, non, je me bats pour cette idée et je pense que c'est la bonne idée ben, », c'est qu'on y croit. Et ça permet de lever une discussion, et ça permet d'avoir parfois une discussion franche et honnête dans le cadre d'une relation commerciale. Écoute, tu sais que tu peux me virer d'un mois à l'autre. Si jamais je te dis ça, si jamais je pense qu'il faut mettre ça en place, ce n'est pas pour des raisons personnelles, c'est pour l'intérêt de l'entreprise. Alors bien sûr, nombre de salariés agissent comme ça, mais parfois le droit du travail vient les entraver en lui disant bah, « écoute, tu es salarié, tu fais ce que je te dis et c'est comme ça ». La relation client-fournisseur, puisqu'il n'y a finalement potentiellement pas de lendemain, elle permet parfois des discussions plus directes et plus franches. Enfin, si on s'est défini le fait qu'on rompait ensemble, et Guénaël précise qu'on prend toujours l'équilibre des clauses de préavis, eh ben c'est super. C'est aussi pour ça qu'on est partenaire. Enlever toute notion de dommage lié à la rupture est très important. Oui, on peut rompre. Et oui, on peut rompre. Il ne faut pas se mettre non plus trop de clauses qui seraient de toutes les manières inapplicables. Si jamais tu romps avec moi du jour au lendemain, alors que tu avais un mois de préavis, je te somme de payer 20 000 euros. En fait, c'est bien dans la théorie, ça peut être dissuasif. Mais globalement, il faut savoir comment exécuter une clause comme ça. Parce qu'un contrat, à la base, c'est créé pour ne pas être utilisé. Donc, si jamais on l'écrit, eh bien, il faut avoir de toutes les manières, si on a mis ce genre de clause, soit par exemple fait verser un dépôt, soit avoir un mécanisme de rétention sur le règlement de la facture. Donc, le plus important, en général, dans un contrat commercial, c'est une fin en bonne intelligence. Non, je ne te planterai pas du jour au lendemain. Et oui, je ferai exercer mon préavis jusqu'au bout parce que c'est le plus important, c'est de pouvoir faire une passation lorsque on arrête de travailler ensemble. Enfin, le troisième, on n'y pense pas. Alors on se lance, on a signé le contrat commercial dans le meilleur des cas, mais on n'a pas pensé au système de validation de l'activité. On n'a pas pensé, par exemple, qu'il fallait une preuve qui permettait d'obtenir la réalisation de la prestation. Alors encore une fois, les processus du hibou sont là pour protéger les e-freelances. Il y a la validation d'un reporting d'activité, il y a la traçabilité du reporting d'activité. Donc ça, c'est un système qui est déjà très très bien fait chez le hibou, mais en tant que freelance, on n'y pense pas toujours forcément. De définir juste son reporting d'activité et principalement qui va le valider, qui donne le go à la compta pour le déblocage. Est-ce qu'on est sur un multi-layer de validation? Alors, il y a d'abord Bob qui va valider, puis John qui va valider, puis in fine, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de la prestation doit lui aussi valider. 3 couches de validation, c'est parfois 2 couches de trop. Donc, n'hésitez pas dans les clauses du contrat commercial à challenger la validation. J'aimerais que ce soit une couche de validation. Si après la personne veut éventuellement recadrer, elle recadre, mais le mois suivant et pas sur la prestation qui a déjà été écoulée. Donc, qui donne le go à la compta, c'est le plus important. Et lorsque vous entamez une prestation, obtenez cette information le plus vite possible. Vous serez protégé commercialement. Enfin, obtenez l'adresse du département comptable. Parce que parfois, les directions opérationnelles sont très, très, très bookées. C'est toujours bon d'avoir l'adresse du comptable, de pouvoir dire « Ah, est-ce que vous savez pourquoi ma validation est bloquée? Pourquoi ma facture n'a pas été payée ?» Ah bah c'est machin qui doit la valider. Alors machin, on ne sait pas toujours qui c'est.
Donc, c'est important de savoir son adresse et de lui demander, est-ce que vous savez ce qui bloque dans la validation? Un mail très sympa, très simple. Souvent, on gagne 15 jours de délai de paiement. Donc, voici les must-have de la protection commerciale et appliquez-les. Vous faites ça, à 95%, vous êtes protégé commercialement et vous pouvez donc délivrer le service en toute sérénité, qui est quand même ce pourquoi on avait négocié sa mission à la base. Les plus dans la protection commerciale. Alors, il arrive que certains contrats soient livrables. Vous m'émettez une facture à réalisation de la prestation, si on est dans le développement informatique, après 3 mois. Bon, c'est toujours bien d'avoir soit un acompte, et vous verrez que si par exemple vous prenez quelqu'un pour faire un chantier de construction à votre maison, il vous fera payer 2 acomptes, parce qu'il y a besoin de paiement régulier. Le mieux, c'est la facture mensuelle. La facture mensuelle sur une prestation, ça garantit effectivement le fait d'avoir des revenus réguliers. Éviter les délais de paiement dépassant 30 jours. Alors ça, c'est la culture française. 30 jours, 35 jours, 45 jours fin de mois. En gros, globalement, ça peut monter jusqu'à 60 jours. Et l'État a dû encadrer parce que par le passé, c'était 90 jours. Écoutez, évitez les délais de paiement au-delà de 30 jours et vous serez bien protégé. Parce que vous n'aurez jamais avancé plus de 2 mois avant le paiement de la première facture. Plus de 2 mois de prestation. C'est déjà beaucoup 2 mois de prestation. Donc, sachez qu'un délai de paiement qui dépasse 30 jours, ça peut exister, mais ça doit être bien paramétré. Ça peut faire l'objet, dans ce cas, d'acompte ou peut-être de devoir prendre un service complémentaire comme l'avance sur facture. Donc, ça peut être intéressant. Mais sachez que les délais dépassant 30 jours, forcément, exposent de plus en plus de risques. À l'inverse, un délai de paiement sous 10 jours est beaucoup plus gérable en termes de risque. Donc là, vous serez protégé. Dans les cultures anglo-saxonnes, on paye rapidement. Non, Denis, c'est pas 30 jours, c'est 60 jours le délai légal en France. Le délai légal, c'est 60 jours. Mais avant, c'était 90. Ça a été réduit. Et alors, l'État commence à tenir, y compris chez les grands groupes, tous les délinquants des paiements et ils mettent des amendes comme ça aux grands groupes qui payent en retard. Donc, il y a un super site web, une espèce de Hall of Shame où on liste tous les clients qui ont été en retard. Alors, c'est souvent des grands groupes. Machin a pris une amende de 450 000 euros. Bon. Je ne sais pas si la place publique est le bon lieu pour ça, mais bon, ça existe en France. C'est peut-être une manière de lutter contre les dépassements de délai client. Enfin, renégocier toujours les contrats sur une base annuelle. Alors, il y a un exemple, qui est assez frappant et qui est assez fun. C'est celui qui vient du basket et plus particulièrement de 2 joueurs, Michael Jordan et Scottie Pippen. Et Scottie Pippen vivait d'une famille très pauvre et il a signé son contrat sur 7 ans avec les Chicago Bulls. Et le dirigeant des Chicago Bulls a été très clair. Tu signes pour 2 millions par an sur 7 ans, tu ne viens pas me voir avant 7 ans. Et Michael Jordan avait conseillé à Scottie Pippen et Michael Jordan, conscient de son talent, négociait tous les ans son contrat. Donc c'était un contrat par an avec les Chicago Bulls. Au fur et à mesure que les résultats s'incrémentaient, il pouvait renégocier son salaire mensuel. Scottie Pippen, deuxième meilleur joueur de la ligue en 92 ou 93 durant les années fastes des Bulls, et 97e joueur le mieux payé de la NBA, le rendant assez aigri finalement. Et le dirigeant des Chicago Bulls avait été très clair, tu viens pas me voir. Et donc ça a créé des bisbilles avec Scottie Pippen. Donc voilà un exemple. Voyez-vous Michael Jordan et non pas comme Scottie Pippen. Un contrat d'1 an, c'est bien. Un contrat de 2 ans, c'est bien. Bon, tous les 3 mois, c'est un peu fréquent pour renégocier son TGM. Ne faites pas ça. Mettez un peu de stabilité aussi chez les clients. Hein, restons dans l'équilibre. Voilà. Par contre, exactement, Denis, c'était la peur de Scottie Pippen, c'était de se blesser. Exactement, c'était sa peur. Donc, il disait, j'avais fait ça parce que si je me blessais, toute ma famille qui dépendait de moi était pauvre. Donc, c'est la gestion du risque personnel. Mais la renégociation annuelle ou tous les 2 ans me paraît nécessaire. Voilà.
Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur la protection commerciale. Et je vais aborder la protection sociale, protection qu'on oublie souvent quand on crée sa boîte. Alors, on a des idées de ce qu'il faut, mais souvent quand on est freelance, on se lance avec sa SASU. On a toujours des images par nos précédents présidents, comme peut-être Nicolas Sarkozy, les entrepreneurs sont des guerriers. Les, les entrepreneurs sont le GIGN, là où les salariés sont la gendarmerie nationale. Ça me paraît être un petit peu simpliste. Ça me paraît être un petit peu comme il était une fois dans l'Ouest, il y a ceux qui tiennent le flingue et ceux qui creusent la tombe. Non. Mais par contre, il est vrai qu'en tant que freelance, parfois, on est un peu riscophile sur sa manière de gérer sa protection sociale. Alors, est-ce qu'on connaît toujours la protection sociale du freelance? Et est-ce qu'on a toujours conscience de la protection sociale qui est induite par le salariat et donc de facto par le portage salarial? Figurez-vous que la France, lorsqu'on a des étrangers qui viennent en France et qu'on leur explique le portage salarial, d'abord on leur donne le coût de la protection sociale et en général ils disent mais vous êtes fous. Et puis après, quand on détaille l'ensemble des services qui sont produits, ils nous disent mais c'est génial. Alors c'est très drôle parce qu'on leur donne le taux de restitution, tu factures 100, il va en rester 50 avant impôt. Basiquement, la réflexion qui vient, c'est que la France est le seul pays communiste qui a réussi, quoi. Mais en fait, d'une certaine manière, on doit en être fier. Pourquoi on ne verrait pas finalement, avec une grande fierté, notre protection sociale? Et vous verrez pourquoi, lorsqu'on parle à certains Américains notamment, en fait, ils nous envient notre protection sociale. Bon, bah, d'abord, l'assurance maladie. Bah, elle est obligatoire en France pour tout salarié. Lorsqu'on crée sa SASU et qu'on est encore sous Pôle emploi, il n'y a pas de problème. On a la sécurité sociale. Lorsqu'on a sa SASU, mais qu'on ne prend pas de rémunération avec sa SASU, sachez qu'on n'est plus protégé par la sécurité sociale. Donc, il faut prendre au moins un salaire lorsqu'on a créé sa SASU ou lorsqu'on est en auto-entreprise. Bon, bah ça, de facto, on est affilié au régime général. Alors avant, il y avait un obscur système qui était le régime social des indépendants, le RSI, mais ça provoquait tellement de dysfonctionnement que tout le monde a été ramené sur le régime général. Mais en France, dans le salariat, est inclus naturellement l'assurance maladie. Et la mutuelle est obligatoire en France dans le salariat ou dans le portage salarial. Mais si vous êtes indépendant, vous n'oubliez pas la mutuelle privée. C'est toujours bien d'avoir une complémentaire santé. Et j'entends parfois dire oh non, mais moi je suis jamais malade. Mais oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça une assurance maladie. En fait, une assurance, on n'a pas envie de la voir s'activer. Mais lorsqu'on a un vrai problème, ben, on est bien content qu'elle soit là. Lorsqu'on perd toutes ses dents, on est très content que l'assurance complémentaire santé et l'assurance maladie permettent de payer les couronnes. Parce qu'on ne peut pas toujours sortir 15 000 ou 20 000 chez le dentiste. Il y en a une autre à laquelle on ne pense pas. Qu'est-ce que la retraite, finalement? Ben, la retraite, c'est l'assurance vieillesse. L'assurance vieillesse, c'est, en fait, on arrête de travailler, mais on a toujours un revenu qui tombe. Ben, lorsqu'on est dans le régime salarié, on cotise de manière obligatoire à la retraite. Et ce système par répartition, il faut savoir que les Anglais l'ont remis en place en 2008, lorsqu'ils ont perdu tout leur argent de leur régime par capitalisation. Ils ont remis un système par répartition. Et ce n'est pas un hasard. Si vous avez votre SASU, donc en France, bah, par défaut, en salariat ou en portage salarial, la retraite est prélevée. Et vous verrez que ce n'est pas un petit montant. Et bah, si jamais vous êtes freelance avec votre SASU, allouez toujours 15% de votre rémunération. Vous facturez 100, vous mettez 15 tout de suite de côté et vous le placez. Il faut que ça génère du revenu passif, que ce soit de l'immobilier, que ce soit des actions. Voilà, il faut bien payer les boomers, Denis. C'est ce que j'allais dire, on le sera tous un jour. Gen X ou Gen Y un jour, boomer futur. Tu seras. Ouais. On le sera tous un jour et on sera très content d'avoir le régime par répartition. Donc, allouer 10 à 15% pour du revenu passif et du revenu passif plutôt stable. Tout ce qui est crypto-monnaie n'est pas forcément une bonne idée. Prenez des investissements forestiers, c'est déductible des impôts.
Investissez dans le cinéma français. Si vous tombez sur Bienvenue chez les Ch'tis, ça peut rapporter gros. Et si ça rapporte pas gros, c'est déductible des impôts. Enfin, trouvez les bons investissements. Évitez les crypto-monnaies. Voilà, ceci n'est pas un conseil d'achat ou de vente à l'investissement. Voilà, Stéphane, évidemment, le père, c'est l'idéal. C'est l'idéal parce que là, carrément, sa base imposable. Alors, je ne vais pas rentrer dans les mécanismes fiscaux, mais le plan d'épargne retraite individuelle, le PRIN maintenant d'ailleurs, avec son petit nom, anciennement père, est très sympa. Il permet en fait de déduire carrément les montants qu'on a mis de sa base imposable. Donc, non seulement ça déduit les cotisations fiscales, mais en plus de ça, c'est mis sur du long terme sécuritaire. L'assurance décès invalidité. Alors, j'ai des histoires qui se finissent bien et j'ai malheureusement des histoires qui se finissent très mal. L'assurance décès invalidité est obligatoire en France depuis 1956. Pourquoi? Pourquoi elle est obligatoire? Parce que lorsqu'on avait quelqu'un et lorsqu'on est une famille et que le seul source de revenus était le mari et que le mari mourait, la femme et les enfants se retrouvaient sans source de revenus. Donc très rapidement, le système social à l'époque, qui était très protecteur, a dit on met en place l'assurance décès invalidité qui s'appelle aussi la prévoyance. Lorsqu'on est en France, elle est obligatoirement prélevée dans la paye. Si on est malade, au bout de 30 jours, la prévoyance prend le relais de la sécurité sociale et elle prend le relais sur les bonnes prévoyances à partir de 50 à 70% de son brut. Prenez une prévoyance. Si vous avez votre SASU ou si vous avez une entreprise individuelle ou si vous avez en micro-entreprise, vous prenez une prévoyance privée. Vous cotisez 50 ou 100 par mois, mais au moins, si vous arrive quelque chose, et Dieu sait qu'on n'a pas envie que cette assurance s'active, vos ayants droit et ou vous-même, vous serez protégés pendant votre cancer. J'ai des histoires particulièrement tristes avec ça. Je vous engage à la prendre et ne considérez pas ça comme une assurance optionnelle. C'est une assurance obligatoire. Bon, l'assurance chômage, vaste débat. Elle l'est par défaut dans le régime salarié, elle est par défaut dans le portage salarial, mais si jamais vous êtes indépendant, il y a deux types de protection contre l'assurance chômage. Le premier, c'est dans l'IT, effectivement, c'est un métier tendu. Mais si c'est un métier tendu, on verra la protection suivante. Mettez quand même toujours de côté 3 à 6 mois, ne serait-ce que pour décompresser un mois de la prochaine mission et ne prenez pas tout de suite les missions suivantes. N'hésitez pas à mettre des petites coupures, ça fait des vacances. Donc, en portage salarial et en salariat, on a la protection de l'assurance chômage. Le corollaire de ça, c'est qu'on a plus de taux de restitution quand on a sa SASU ou son entreprise individuelle ou sa micro-entreprise. Par contre, mettez quand même de côté. La bonne pratique, c'est de mettre au moins de côté 10 à 15% de la même manière ou mettez une trésorerie de 3 à 6 mois pour la prochaine mission. Parce que parfois, il y a des retournements. Mais évidemment, il y a d'autres avantages qui apportent le salariat, notamment la formation, des avantages complémentaires et même le CSE. Mais en tant qu'indépendant, formez-vous régulièrement. C'est la meilleure des protections sociales. Investissez en vous. Bon, j'aimerais dire que c'est de moi, mais c'est de Warren Buffett. Donc prenez Warren Buffett, prenez son taux de succès, et s'il dit le meilleur investissement, c'est formez-vous, 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 apprenez, apprenez, apprenez. Le vrai avantage, c'est quand vous avez cotisé dedans en France, dans le cadre du salariat ou du portage salarial, en général, vos financements de formation sont gratuits. Donc certes, vous avez plus de cotisations, mais au moins, nous, on a réussi à tisser un lien avec l'OPCO qui fait que les financements, on a le go dans les 24 ou 48 heures. Si c'est une formation Python de 3 jours pour un développeur web, c'est quasiment instantanément accepté et c'est intégralement financé. Donc, n'hésitez pas à vous former, allouez aussi toujours un petit budget de formation. Et si vous êtes en SASU et que vous prenez des salaires, sachez que vous avez cotisé dedans. Donc, votre fonds vous financera. Fabien, tu as vu la question de Christophe qui nous demande si à Pôle emploi, tu recommandes une prévoyance ou pas du tout. Oui. Super. Oui, Christophe. Tu prends une prévoyance privée. Tu n'es plus en emploi, tu prends une prévoyance privée. AXA fait des prévoyances à 50 €. C'est des prévoyances qui peuvent être complémentaires par rapport à l'indemnité du régime général, mais au moins tu indexes pour ce montant-là, s'il t'arrive quelque chose, un revenu pour toi ou tes ayants droit. Donc oui,
prends-la. C'est Il un fort me semble conseil, en plus, même si tu es à Fabien, Pôle emploi. qu'on a vu ça dans un précédent webinaire, mais il y a des Tous avantages les mois. fiscaux aussi qui sont compris quand on prend une prévoyance. On peut déduire en tout cas une partie des investissements qu'on fait dans la prévoyance. Donc le coût final, il peut ne pas être Tout à très fait. élevé au vu du Comme bénéfice la que retraite, ça tout ce qui peut est en effet assurance. engendrer derrière. Ouais. Ben, c'est un bénéfice qu'on ne veut pas voir s'activer, mais qui met personne dans la panade. Bon, enfin, le portage salarial avec son taux minimum du portage garantit que même si le client n'a pas payé, bah, vous avez au moins le salaire minimum du portage et c'est toujours bien de voir tomber un peu de salaire à la fin du mois. Et de toutes les manières, quand vous êtes salarié, bah, le salaire tombe tous les mois. Lorsque vous êtes dans votre SASU, prenez régulièrement des payes, évitez les rémunérations uniquement axées sur les dividendes parce qu'elles ne se corrélent à aucun droit, y compris celui de la Sécu, de la prévoyance et de la mutuelle. Lorsque vous aurez un sinistre, la base de rémunération sera celle de vos salaires. Donc, vous prenez régulièrement des payes, vous pouvez garder de la trésor et prendre le reste en dividendes, mais vous faites un équilibre. Pas 100% en rémunération avec ces dividendes, et même si vous êtes à Pôle emploi. Même si vous êtes à Pôle emploi, prenez un minimum de rémunération. Pôle emploi fait le complément. Éventuellement, faites vraiment que les 12 premiers mois sans prendre de rémunération, mais ne dépassez pas 12 mois. Donc voici, alors là je donne un exemple du portage salarial parce que sur une SASU, faire ces différences dépend du niveau de prévoyance, du montant de la mutuelle, de la retraite individuelle que vous prenez. Mais globalement, je vais vous montrer le coût de la protection sociale en France. On facture 100, on enlève en portage salarial les frais de gestion plus les cotisations obligatoires du portage. Je mets 7, mais ça peut être 5, ça peut être plafonné. Il y a plein de modèles dans le portage salarial. Le salaire chargé devient 93. Et là, la retraite, c'est 16. Donc, c'est le gros morceau. Oui, on cotise pour les boomers. Les futurs Gen Z ou génération millennials, ou je ne sais pas quel est leur surnom, mais cotiseront pour nous. Et c'est ainsi que va la longue chaîne de la vie, de la protection sociale qui augmente et d'une société qui se développe. L'idée étant toujours de... Peut-être qu'un jour, on arrêtera de travailler à 55 ans. Bon, apparemment, on part dans l'autre sens, mais peut-être qu'un jour, on partira dans l'autre. L'assurance maladie et complémentaire, c'est 15. Donc, on voit le coût de l'assurance. L'assurance décès invalidité, c'est que 1. L'assurance chômage, c'est environ 4. Et les cotisations sociales, mais qui ouvrent droit à des droits comme le transport, comme le logement, avec notamment Action Logement, la construction et la formation, et ben ça, c'est toujours intéressant parce que, par exemple, la participation en construction donne des prêts à taux zéro. Donc, être salarié, c'est pas que des désavantages. Et on voit souvent des gens découvrir leur protection et tout ce que regroupait le salariat quand ils passent en portage salarial et qu'ils se retrouvent à payer les cotisations. Finalement, on s'intéresse quand on les paye. Quand c'est géré par le système du brut, dans un contrat classique, on est parfois moins attentif. Ça donne un net à payer avant impôt de 50 et un net à payer après impôt environ de 38-48. Qui meilleur promoteur que Michael Moore, le documentariste américain, qui juste explique qu'à protection équivalente aux États-Unis, effectivement, on fait bien mieux qu'eux. Donc, peut-être, c'est le seul au monde à avoir pris notre fiche de paye et avoir dit c'est génial qu'il y ait autant de lignes. Même nos politiques français, en parlant de charges qui pèsent, ne se rendent pas compte que c'est du salaire indirect. Ce sont des protections payées, financées, certes, mais ouvrant droit à des droits assurantiels. Alors, certes, en France, ce sont des assurances obligatoires, mais quoi qu'il arrive, un Américain va prendre une assurance maladie complémentaire. Donc, moi, l'exemple qui me fait le plus, qui me marque le plus, c'est ce Bermudien qui est venu en France et qui est venu à Aix. Et lui, avant, il facturait son client américain 50 000 $. Aux Bermudes, je vous épargne les calculs, mais il en restait à peu près 43 000 net de net fiscal. Il arrive en France, on lui dit tu factures 50, il va t'en rester 18. Donc là, c'est un coup de froid, là. C'est x3 en moins. Mais après, on lui dit tes enfants, ils vont à telle école, c'est gratuit. Après, on lui dit ton assurance maladie est payée. Après, on lui dit tu as la décès invalidité. Après, on lui dit tu as l'assurance chômage et tout. Eh bien, il a signé direct.
Et Michael Moore, dans son documentaire Where to Invest Next, partant du fait qu'on avait un super système scolaire et pour la France, un super système nutritionnel, il arrive sur mais comment les Français font-ils pour payer tout ça? Et il n'expose que notre fiche de paye, c'est la plus belle création du monde. Voilà. Et qu'on est le meilleur pays au monde et que it's bad when the French pity you, Dixit dans son documentaire. Mais la protection administrative et financière, qui est le dernier volet, c'est que bien sûr, en tant que freelance, et combien j'en ai qui bossent avec nous aussi, ah vite, envoie-moi ma facture parce que l'URSSAF va me tomber dessus. Bah oui, si tu t'étais mensualisé, il n'y aurait pas de problème. Même chose pour les impôts, même chose pour la TVA. Même chose pour la retraite. La retraite, elle ne va pas passer tout de suite, sauf si on lui dit de passer tout de suite. Mais considérez de la même manière qu'en portage salarial, quand vous avez votre SASU, que un comptable, certes, ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé. Et 2, que les déclarations mensuelles permettent de gérer son budget. Vous facturez 100, vous ne prenez votre paye en net que sur 40 ou 50. Le reste ira quelque part. Et si vous souhaitez, vous pouvez également prendre une assurance chômage complémentaire personnelle. Vous la paierez plus cher que Pôle emploi, mais vous pouvez. Le comptable s'occupera de ces déclarations, mais mensualisez-vous le plus vite possible. Et protégez également votre business et vous-même. La responsabilité civile et professionnelle est indispensable. Elle fait partie des critères de compliance. Il est vrai qu'elle n'est pas forcément obligatoire au sens légal du terme, mais si en tant que développeur, vous effacez le SAP du client, vous allez voir ce que c'est que de recevoir une facture de 10 millions chez vous. C'est la banqueroute. Donc la RCP n'est pas une assurance optionnelle, c'est une assurance obligatoire. Vous protégez vous-même et votre patrimoine personnel. Si vous avez votre SASU ou si vous avez votre entreprise individuelle, votre SARL, sachez que la SARL, sans RCP, s'étendra à votre patrimoine personnel. Vous prenez une RCP, vous ne réfléchissez pas, elle vous protège. Si vous effacez le SAP par une fausse ligne de commande, il n'y aura pas de problème. Alors ça, c'est certains consultants qui, de temps en temps, nous disent « Ah, bah, j'ai une mission super, je pars au Mali. » Bon, sachez qu'en portage salarial et chez nous, dans les frais de portage salarial de 7% plafonnés à 600 chez Openwork, est inclus l'assurance déplacement étranger, y compris contre le kidnapping. Et oui, dans l'assurance, on paye une espèce d'Hannibal de l'agence touriste qui va négocier avec Boko Haram si jamais vous êtes kidnappé. Mais on n'y pense pas toujours quand on est freelance. Vous êtes kidnappé, bah vous êtes kidnappé. Et la France ne paie pas aux terroristes, ou je ne sais pas ce qu'ils font. Juppé avait été très clair là-dessus. Mais bon, ça peut mettre du temps à vous sortir. Bon, bah en attendant, c'est bien d'avoir une assurance privée qui indemnise la famille, qui vous indemnise et qui ira potentiellement vous chercher. Il vaut mieux que ce soit une assurance privée qui paye, si on a payé pour. Voilà, donc c'est inclus dans les frais de portage salarial, mais si vous avez votre SASU, ne l'oubliez pas celle-là. Enfin, bah, ça peut être intéressant d'assurer ses factures. Il existe des organismes pour ça qui font de l'assurance crédit, c'est-à-dire que la facture sera payée en temps et en heure, et s'il y a défaillance, elle sera indemnisée à hauteur de 70%. Et ou même un service d'avance et d'affacturage. Mais pensez-y, ce sont des assurances intéressantes. Nous, on voit avec le service de portage administratif qu'on a avec les freelances, tout freelance expérimenté depuis 15 ans a son fonds, donc ne paye pas le service d'avance. Par contre, tout freelance qui se lance, directement, il veut l'avance. C'est quand même très pratique. Même si ça coûte 1%, on a le cash qui tombe tout de suite dans la trésorerie. Ah, ça fait toujours plaisir, en fait. Donc, pensez-y. Donc, pour résumer ce webinaire, 3 protections principales, la protection commerciale, la protection sociale et la protection administrative et financière. Comme vous avez vu, ces 3 grosses protections sont saucissonnées en fait en 15 sous-protections. Bon, vous créez votre structure, ça prend en général 4 semaines à tout mettre en place pour à peu près 15 à 20% de votre temps administratif de suivi. En portage salarial, l'avantage, c'est que c'est un onboarding en 15 minutes et une gestion de 5 à 10 minutes par mois. Donc, vous avez ces 3 protections et c'est une sorte, d'ailleurs, le portage salarial est finalement un mot assez barbare, mais en fait, c'est ce beau système qui protège le freelance partout dans le monde et qui donne ces 3 protections en un onboarding de 15 minutes et une gestion de 5 à 10 minutes par mois. Vous managez votre activité.
si vous ne le faites pas en portage salarial à travers notre super application mobile, trouvez-vous des outils simples. Denis, à une prochaine, mais trouvez-vous des outils simples, des frais qui se prennent en photo, qui vont directement dans la compta, une compta qui est suivie avec un rapprochement quasi automatique. C'est toujours intéressant. Alors, s'il y a des dernières questions, on peut les prendre tout de suite. Est-ce qu'on a répondu à tout, tu penses, Meryl? Bon, c'est parfait. J'ai tout suivi, normalement. Donc, du coup, il y avait des questions au début sur si je suis salarié de ma SASU, qu'est-ce que va m'apporter le portage salarial? Je pense que tu as pas mal répondu tout au long du webinaire. Eh bien, en plus. On y a répondu quand même. Donc, ça va être basiquement. Donc, basiquement, quand on a sa SASU, il reste à peu près 57% de taux de restitution net de net, on va dire. Non, net avant impôt. Et à peu près 53 après impôt. Qu'on voit qu'en portage salarial, je facture 100, il en reste 50. La majeure différence réside dans le fait que alors 57 avant expert comptable quand même. Donc il y a aussi la notion de frais, mais le portage salarial permettant de passer des frais professionnels, on va dire que la SASU, la cotisation que vous n'avez pas, c'est les cotisations liées à l'assurance chômage, à peu près de 4%. Et toutes les cotisations qui vont être à côté, ça peut être en portage salarial. Une fois qu'on atteint une certaine taille, on est soumis à la CVAE, la C3S. Ça peut être la cotisation transport-logement, mais parallèlement, et formation, mais par rapport à ça, on bénéficiera aussi pas des mêmes droits. Ça peut être le CSE. Donc le portage salarial, en fait, donne ce bundle de protection maximale, et par défaut, c'est le système qui va effectivement donner le taux de restitution le plus faible. Donc il y a à peu près 5 à 7% d'écart par rapport au taux de restitution avant impôt quand on a sa SASU, si on se prend tout en paye. Concernant le TJM, effectivement, on négocie toujours FATA en hors taxe. La TVA, c'est une taxe à l'individu particulier, donc d'entreprise à entreprise, on facture hors taxe, on majore de la TVA, on donnera de cette TVA tout de suite à l'État. N'utilisez pas l'argent de la TVA, s'il vous plaît. Vous le mettez dans un compte et vous le versez tous les mois à l'État, ou tous les trimestres. Dans ce cas, il va dans un compte, vous ne le touchez pas, et ce compte n'existe pas, ce n'est pas votre argent, l'État s'est servi de vous pour le collecter par rapport à un particulier. Si on est salarié et entreprise individuelle et que l'EI est en portage, je suppose que ça coince, Isabelle. L'EI, l'entreprise individuelle est en portage de quoi? Parce que l'entreprise individuelle est en portage quoi? Administratif, c'est-à-dire qu'elle est intermédiaire de facturation. En tout cas, on peut cumuler des statuts en France. On peut être salarié et avoir son entreprise. Rien n'empêche d'être salarié et d'avoir une entreprise. D'ailleurs, on pense aussi que le CDI est unique, mais pas du tout. Rien n'empêche en France d'avoir 5 CDI avec 5 employeurs différents. Par contre, il ne faut pas que les CDI contiennent des clauses d'exclusivité, bien sûr, ou on va dire de full fidélité. Mais par contre, on peut très très bien cumuler, Isabelle, ton CDI, une entreprise individuelle, bien sûr. Et on peut donc cumuler un CDI classique avec du portage salarial. On peut avoir 3 boîtes de portage qui ont fait 3 CDI différents en même temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'appelle Open Work et pas Close Work. Ben, avec plaisir, ça. Et au niveau du temps cumulé, effectivement, ça peut être une bonne question. Dans le sens où ce que dit la loi, c'est qu'on ne doit pas dépasser 198 heures. Donc, un temps plein en portage salarial va faire, par exemple, 151 heures 67. Donc, on peut bosser au moins 40 heures sur un autre contrat de travail et où, après, le monitoring des heures, c'est plus, en fait, un indicateur burn-out. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un, effectivement, qui va déclarer 300 heures pendant un an, déjà, ne va pas lui donner forcément beaucoup plus de droits sécu. Donc, il aura peut-être cumulé des statuts, mais qui ne lui auront pas donné plus de droits sécu. Bon, ils lui auront donné plus de retraite, ils lui auront donné plus de Pôle emploi, ça c'est sûr, mais pas plus de droits, par exemple, sécu ou toutes les autres cotisations. Donc, parfois, il peut être intéressant d'avoir un CDI temps plein, et ça avait été créé à la base pour ça, avoir une auto-entreprise
qui, elle, maximise le taux de restitution, puisqu'on facture 100, il va en rester 75 net fiscal. C'est pour ça qu'Hervé Novelli avait créé le système. C'était pour le complément de ses salaires. Voilà. Stéphane, tu peux cumuler ta SASU et être salarié d'une entreprise, être dirigeant salarié de ta SASU et être en portage salarial avec une autre société. Sans problème. Et d'ailleurs, ta SASU peut te salarier pendant 40 heures, 100 heures, 150 heures et être en portage salarial, 150 heures aussi. Ça va avoir une bonne incidence retraite. Ça sera très positif. On a pris toutes les questions, Fabien. Je dis ça, au moment où je dis ça, il y en a plein qui arrivent. Oui, c'est ce que je me suis dit. Y a-t-il des frais de sommeil de la SASU si au bout d'un moment on prend des frais de sommeil, tu veux dire exonérés de cotisations sociales et fiscales ou Christophe, une blagounette du style est-ce qu'on peut passer et déduire le fait qu'on bosse beaucoup? Non, mais on gagnera plus. Un président ancien avait promu travailler plus pour gagner plus. Et quant à l'auto-entreprise et les chauffeurs-livreurs, le problème, en fait, c'est que si on indexe l'intégralité de son business model sur l'auto-entreprise, on fait une erreur fondamentale. On fait une erreur fondamentale de protection sociale. Ah, pardon, des frais de mise en sommeil de la société. CDI et que oui, oui, ça existe. Les frais sont très faibles. Et qu'on laisse de côté. Oui, le comptable prend des frais, mais alors là, c'est des frais minimum. Oui, tout à fait. Et puis, c'est des frais déductibles, donc c'est pas énorme. Il va peut-être prendre 400 ou 500 euros par an. Donc oui, il y a des frais d'entrée. Mise en sommeil, c'est une démarche administrative. Ensuite, la gestion comptable, elle est quasi nulle. Donc oui, un comptable prendra entre 400 et 600 par mois. Par an. Ok. Bah, écoute, en tout cas, merci Fabien, parce que c'était très clair. Hein, tu as bien détaillé les 3 niveaux de la protection commerciale, sociale et du coup administrative. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, peut-être que oui, vous avez mis vos coordonnées sur la slide. Donc, s'il y en a qui veulent continuer la conversation avec Fabien et Meryl, n'hésitez pas à les contacter. Donc, il y a un numéro de téléphone, il y a le contact lemonde-après.com et il y a le site openwork.co. N'hésitez pas à prendre contact avec eux si vous avez besoin de plus de renseignements. Et merci en tout cas à tous les deux pour cette présentation, c'était super clair. Et j'en profite pour vous dire qu'on se retrouve au mois de janvier, le 25 janvier je crois. Et là, on aura une discussion autour de la constitution du patrimoine. Comment je me constitue un patrimoine, notamment un patrimoine immobilier quand je suis travailleur indépendant. Donc ce sera notre sujet de la rentrée de janvier. Merci beaucoup. Certainement. Merci beaucoup et à très bientôt. Et on se retrouve au mois de janvier pour la prochaine thématique. Merci beaucoup à l'EIBO pour l'accueil. Merci à vous. Merci.